Actuellement, je suis salarié à la Fédération française. J'ai passé plus de 10 ans dans les organisations sportives entre la France et le Sénégal. Donc, avant de démarrer cette conférence, je tiens vraiment à remercier les intervenants qui ont accepté d'honorer cette première édition, en l'occurrence M. Tano, M. Faye, M. Diouf, Aline Badara et M. Youssouf Dabo. Donc, et sur la partie technique, je remercie aussi Seydina Ndiaye qui va gérer toute la partie IT et Babacar Faye qui est le rédacteur en chef, je pense si je me trompe, d'Est Sport au niveau de Immédiat. Donc, Parlons Sport, c'est une initiative qu'on a pensée pendant cette période de Covid-19. Et l'objectif, c'est de mettre en place une série de conférences thématiques autour du sport. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette transformation digitale, on peut partager cette passion, on peut partager cette expertise et grâce à des échanges exclusifs avec des intervenants vraiment de classe comme le coach Sano, le coach Dabo, on peut partager autour d'un sujet qui est le sport pour vraiment attaquer les grands défis de l'avenir. Donc, sans tarder, je vais laisser la parole à Babacar qui sera le modérateur de cette conférence et dont l'objectif est vraiment une de l'expertise des intervenants. Donc, Babacar, je te laisse la parole et je souhaite à tous une bonne conférence. Merci Tierno. Merci Tierno, merci de cette belle initiative. Comme vous l'avez dit, nous allons discuter pour ce forum aujourd'hui de l'organisation du football, du basket, du sport de façon générale qui est comme tous les autres secteurs d'activité dans le monde d'aujourd'hui est confronté à une crise sans précédent qui frappe de plein fouet pratiquement tous les pays du monde et toutes les activités du monde. Le sport n'y échappe pas. Ces acteurs sont touchés aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas touchés sont confinés. Donc, d'une manière ou d'une autre, tout le monde est aujourd'hui victime du fameux virus parti de la Chine. Et l'idée surtout, c'est de voir aujourd'hui quelle devrait être la riposte, parce qu'on l'a vu, on parle de riposte économique, on parle de riposte sanitaire, on parle de riposte sur le plan politique, on parle même de nouvel ordre mondial, c'est devenu l'expression en vogue ces derniers jours. Et aujourd'hui, l'activité sportive qui est arrêtée depuis quelques mois déjà, quelle est l'alternative qui s'offre un peu à la pratique du sport aujourd'hui, surtout aux acteurs du sport professionnel, toutes disciplines confondues. Et quand je dis acteurs, cela va au-delà des joueurs, cela concerne également tous ceux qui travaillent autour du sport, tous les métiers qui tournent autour du sport. Quelle est aujourd'hui l'alternative qui s'offre à eux? Une fois qu'on sera sorti de cette crise, quels seront les enjeux vers lesquels il faudrait s'orienter en priorité? Et puis, on va certainement évoquer un peu quels seront surtout les changements qu'il faut y avoir, même sur le plan au-delà du plan administratif ou de la pratique. Sur le plan juridique également, il y a des questions qu'on se pose aujourd'hui. On voit par exemple la FIFA qui recommande aux clubs de reconduire les contrats des joueurs qui sont en fin de contrat. C'est plein de petits problèmes comme ça qu'il faudra résoudre en un temps record. Et c'est l'occasion aujourd'hui nous est donnée d'avoir un forum avec des gens que j'admire beaucoup. Quand je vois Youssou Dabo, avec qui j'ai l'occasion très souvent d'échanger autour du sport, du football, mais de tout ce qui tourne autour. Quand je vois Monsieur Badiane, qui est aujourd'hui une personnalité très respectée dans le continent et même dans le monde, pour tous ceux qui ont l'habitude de suivre un peu les grandes manifestations de FIBA,
C'est quelqu'un qui nous a aidé grandement dans toutes ces disciplines organisées par la FIBA, comme les Afro-Basket. Il y a également M. Adosano, dont on connaît la grande culture du sport, dont on connaît la grande contribution pour le basketball sénégalais et africain. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui l'occasion d'avoir un échange très riche qui permettra à tous les participants, à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, de pouvoir en tirer de très belles conclusions et qui vont ouvrir peut-être d'autres débats ailleurs que chacun de nous pourra porter chez lui. Bon, comme M. Ndiaye l'a dit, on a une série, je vais vous expliquer peut-être sommairement comment on va organiser. Il y a pour chaque intervenant, disons quelques minutes pour le thème, disons 7 minutes de parole, dans lesquelles on va poser des questions. Ceux qui sont également sur le chat pourront poser des questions et faire des relances. Nous allons en profiter également pour recenser toutes les questions et éventuellement les relances qui seront posées. Je vous remets la parole, Thierno, s'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter dans la présentation. Juste faire un petit rappel du thème, si tu peux le faire comme ça. Il y a des gens qui se connectent au fur et à mesure. Donc, vas-y, Babacar. Alors, pour le thème aujourd'hui, crise du Covid-19, gestion des joueurs, impact et recommandations. Voilà. Sans tarder, je vais laisser les intervenants se présenter et je pense qu'on peut laisser la parole en tout honneur à Youssouf Dabo après la présentation de tous les intervenants, en l'occurrence M. Sano, M. Dabo, M. Kébé et M. Alioune Diouf. Donc, vous pouvez vous présenter rapidement et après les présentations, Youssouf, tu peux prendre la parole pour démarrer ton intervention. Voilà, merci beaucoup. On laisse la parole aux anciens d'abord. C'est à vous de voir, vous organiser, mais on peut déjà commencer par les présentations. Après, on décidera, si vous voulez, qui sera plus à l'aise de prendre la parole en premier. Non, ce n'est pas une question d'être à l'aise ou pas, mais bon, l'honneur aux anciens quand même. Bon, pour la présentation, Youssouf Dabo, sélectionneur des U20 du Sénégal et entraîneur de Teungueth FC, Ligue 1 sénégalaise de football. Bien. Et grand fan de Mafé. Ah voilà, c'est mon plat préféré. Okay. On passe à Lamine Badiane pour la présentation. On va juste les intervenants, Babacar, donc Ibrahim Kébé. Oui, Ibrahim Kébé de l'US Ouakam. Basket de l'US Ouakam, c'est ça. Ibrahim Kébé, tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, voilà. Je vous entends. Oui. Moi, c'est Ibrahim Kébé de l'US Ouakam. Je suis ingénieur informaticien en même temps au niveau de la présidence de la République. Bon, j'ai commencé à jouer le basket depuis 2009 à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, donc où on a remporté beaucoup de titres. J'ai pu assister aux belles vies de l'UGB, quoi. D'accord. D'accord, voilà. Et j'ai aussi fait une passage au niveau de Dakar University Club. D'accord. J'avais décidé récemment d'arrêter le basket et j'étais au niveau de la petite catégorie de l'Université de Charles. Mais bon, pour d'autres raisons, le coach Aïdara de Ouakam m'a vraiment a contribué à ce que je revienne au niveau du sport, quoi, au niveau de Ouakam, donc que j'ai eu à jouer donc, ces 2 dernières années. Ok, super, merci vraiment. Alioune. Rebonsoir tout le monde. Allô, on a du mal à vous entendre. Voilà, c'est bon, Alioune. Allô? Oui, oui, c'est bon, allez-y. Très bien. Je m'appelle Alioune Badara Diouf. Je suis Alioune Badara Diouf. Je suis psychologue conseiller de formation, spécialiste des représentations mentales et de l'accompagnement psychosocial. Laissez-moi d'abord vous dire tout mon plaisir à me retrouver parmi tous ces sportifs
dont certains de grands renoms, parce que, bon, disons, moi, je suis un fan de nos équipes nationales, je suis malade de mon patriotisme. Et à ce titre, permettez-moi de dire toute mon admiration à Youssou Dabo. Sans vouloir faire de jaloux, c'est mon entraîneur préféré dans tous. D'autant plus que maintenant, il s'occupe du club de ma ville. En plus, je viens de découvrir qu'on a la même passion pour le mafé également. Voilà, pour faire court, c'est ça. Merci Alun. Merci beaucoup Alun. Coach Sano. Ah, merci Tierno. Ben, salut à nouveau à tout le monde. Donc, bonjour coach. Très bref, moi je suis Ado Sano, donc je suis formateur à l'INSEP. En même temps, je suis instructeur de la FIBA. Donc moi, je suis très rompu dans je fais beaucoup plus ce qu'on appelle les formations de formateurs. Vraiment, j'ai été coach de basket, ça n'a pas trop duré parce que les besoins d'encadrement à haut niveau m'ont enlevé du terrain très tôt. Et voilà, c'est ce que j'ai fait tout le temps. J'ai fait des formations de formateurs. Je suis en même temps expert de la Confegès, mais toujours dans la formation des formateurs. Et je peux vous dire, je suis très, très content d'être là aujourd'hui pour échanger avec les collègues. Merci. Ok, super. Coach. Okay. Donc, coach, comme on laisse l'honneur aux anciens, est-ce que vous me permettez de vous laisser la parole pour attaquer le thème d'aujourd'hui, crise du Covid-19, gestion des joueurs, impact et recommandations. En passant, je viens de voir le coach Chersar qui vient de se connecter. Donc, bonjour coach. Honneur de vous avoir parmi nous. Je ne sais pas si... Il se débrouille, il est novice là, il ne s'est pas encore retrouvé. Je crois qu'il est en train de régler son micro, coach Chersar. Bienvenue au coach Chersar. Votre micro est off. Le micro est on. Bonjour coach et bienvenue. Donc, c'est un honneur et merci de participer à cette conférence. Donc, coach Sano, vous pouvez démarrer votre intervention. Oui, très bien, très bien. Merci Tierno. Moi, c'est vraiment le sujet là. En fait, avant d'en parler ici, j'ai eu à échanger de façon informelle avec ces entraîneurs qui vous appellent souvent et qui vous demandent quoi faire par rapport à cette situation. Et mon discours, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et voilà ce que je le dis en général. Cette histoire de cette maladie-là, on ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Il n'y a personne qui est capable de nous le dire. C'est vrai qu'en général, quand je parle, ce sont les entraîneurs de basket qui m'appellent. Et ce que je leur dis, c'est ça. Écoutez, coach, moi, la seule chose que je vais vous dire, notre sport, c'est-à-dire les sports co, comme c'est le cas en football, les facteurs principaux de performance sont ce qu'on appelle la technique, ce que le joueur sait faire avec le ballon ou sans le ballon, avec son propre corps. C'est la tactique. La tactique, c'est ce qu'on appelle les prises de décision dans le terrain. Il y a l'aspect mental. Je pense à ce niveau, il y a un psychologue qui va beaucoup en parler. Et il y a ce qu'on appelle l'aspect physique. Parmi tous ces quatre-là, le seul facteur qui peut beaucoup me déranger, c'est les facteurs physiques. Quand je dis physique, c'est tout ce qui relève des qualités physiques pour un sportif. Ça s'appelle la force, la vitesse, le rythme, la coordination, la latéralité, tout ça, on les appelle les qualités physiques. Et ces qualités physiques, habituellement, c'est très facile de les perdre. C'est très facile de les perdre après un certain temps si vous ne faites rien. Par contre, ce qui relève de la tactique, qui relève ce qu'on appelle des prises de décision et la technique, c'est que le joueur sait faire avec le ballon ou sans le ballon, ce sont des choses qui ne s'oublient pas.
Mais ces choses peuvent être affectées par ce qu'on appelle le niveau de qualité physique. Quand je dis qualité physique, c'est les qualités physiques qui sont inhérentes à chaque sport. Si vous manquez beaucoup d'endurance, ça peut affecter ce qu'on appelle les aspects tactiques, ça peut affecter les aspects techniques. Mais quand je me réfère, je me limite à nos sports, les sports co, les problèmes vont plus se situer au niveau des acteurs externes. Quand je dis externe aux joueurs, ça veut dire le président, les dirigeants par rapport à toutes les attentes du joueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour moi, il faut que les gens appellent les joueurs et qu'ils communiquent avec eux et qu'ils les informent. Qu'ils les informent avec plusieurs plans. Plan A, plan B, si on termine à tel moment, voilà comment ça va se passer, voilà comment ça va se passer. Maintenant, pour revenir sur le joueur, ce que je demande aux entraîneurs, c'est de demander tout simplement, s'ils ont le temps, d'aller courir un peu, course pour faire la détente, mais pas de la course pour faire de l'acquisition parce que c'est pratiquement compliqué pour eux. D'autant plus que notre sport là, comme je dis là, je ne pense pas à un sport co dans des niveaux professionnels on me dira une équipe perd parce que l'équipe manque de conditions physiques. Les équipes perdent peut-être sur le plan tactique, peut-être sur le plan technique, peut-être sur le plan mental. Je ne pense pas que le Barça gagne ou perde parce que physiquement ils sont plus forts. C'est ça. Par contre, il y a d'autres sports qu'on appelle les sports individuels, tels que l'athlétisme, dont la composante essentielle, c'est l'aspect physique. En athlétisme, si physiquement vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas capable de faire certaines performances. Donc, pour ces entraîneurs-là, parce que aussi des fois, ils m'appellent, parce que moi, c'est dans le cadre de mon métier, je forme plusieurs profs de PS, et les profs de PS, ils ont plusieurs options. Donc, ils m'appellent, je dis, dans ce cas-là, je n'ai vraiment pas de solution à part faire du footing. À faire du footing, juste le fait le footing va servir de décompresser, de sortir de leur milieu et de donner à nouveau les sensations à le corps. Parce qu'un corps qui reste longtemps sans rien faire, ça va affecter ce qu'on appelle un physique. En faisant une différenciation au niveau du sport. Donc, pour résumer, je pense plus que les psychologues qui vont beaucoup plus parler avec ces joueurs-là. Par contre, si un entraîneur va remplacer un psychologue, ben, tout simplement, il faut leur expliquer tout, bien communiquer et donner des plans A, B, C. Parce que si personne n'est capable de vous dire à quel moment cette chose-là, ça va finir. Voilà. Donc, en résumé, voilà ce que je veux dire de façon un peu ramassée. Merci beaucoup. C'est coach. Allô? Abakar. Donc, merci, coach Sano, pour votre intervention. D'accord, merci. Donc, juste, je vais laisser la parole à Youssouf après l'intervention du coach Sano. Je voudrais juste avoir une précision par rapport à ce que le coach Sano a dit. J'en profite pour faire un coucou à Cher qui vient d'arriver. Hein? Merci coach, merci d'être là. Et puis dire aussi que moi, j'adore le football hein, parce que j'ai été, coach Sano le sait, un très grand footballeur, gardien de but. Et puis, que j'ai couvert beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations avant d'arriver au basket. Alors, je voulais juste peut-être demander une précision au coach Sano quand il parle dans les sports collectifs. Il a parlé d'aspect physique. C'est vrai qu'on peut perdre l'aspect physique. Et l'aspect technique, il dit on ne perd pas l'aspect technique. Mais moi, j'ai l'impression qu'au niveau du basket, quand on ne s'entraîne pas à faire des shoots pendant longtemps, on peut perdre la main aussi, n'est-ce pas? Est-ce que le shoot ne fait pas partie aussi de l'aspect technique et qui peut se faire prévaloir par rapport aux joueurs? Ah oui, forcément. En fait, moi, j'ai généralisé comme ça, mais parmi ce qu'on appelle les qualités physiques, il y en a même 3 grandes catégories. Moi, je ne suis pas rentré dans les catégories. C'est-à-dire, le chute relève de ce qu'on appelle la précision. Et la précision, c'est la grande famille des qualités physiques neuromusculaires. C'est-à-dire le système nerveux intermédiaire et le muscle. Toutes ces qualités-là, si vous restez longtemps, vous ne les entraînez pas. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui relève de la précision, si vous restez longtemps, vous ne l'exercez pas, vous les perdez. Je suis d'accord avec vous.
Mais moi, globalement, quand je parlais de qualité physique, bon, je voulais généraliser en me référant aux qualités physiques qui ne relèvent pas de ce qu'on appelle les qualités physiques neuromusculaires. Je parlais plutôt des qualités physiques énergétiques, où vraiment, quand on fait appel à la vitesse, à la force, à l'endurance, tous ces termes-là qui nous servent à préparer le corps de façon générale. Et, oui, vous avez raison, les qualités neuromusculaires, c'est tout ce qui relève de la précision. Si vous restez longtemps, vous n'exercez pas, vous le perdez. Merci. Mais autant vous avez raison, autant c'est des choses qu'on retrouve rapidement, parce que le savoir-faire, il est là. Une fois qu'on commence à s'entraîner, on le retrouve rapidement. Ce n'est pas comme une endurance qu'on perd comme ça, parce qu'on est resté 2 mois sans courir. Si on perd l'endurance, ça va prendre du temps. Et ces qualités, on les reprend facilement parce que c'est dans notre corps, c'est incorporé dans notre corps, ce qu'on appelle le savoir-faire intégré, qui est dans nous, il suffit juste de le réveiller. Merci. Merci beaucoup. Et juste, coach, une précision dans ces dispositions. Est-ce qu'il y a une préparation propre pour le sport individuel et le sport ou le sport collectif? Par exemple, un athlète qui fait de l'athlétisme, est-ce que dans les prédispositions, dans la gestion de cette crise, il doit faire le même entraînement qu'un athlète qui fait du basket? Ah, c'est complètement différent. Généralement, quand j'intervenais pour les basketteurs. Un basketteur, il reste une semaine, il ne fait pas sa préparation physique, ça ne l'affecte pas trop. Mais ce qui fait les sports individuels, ce qu'on appelle les vitesses maximales, ce qui sollicite ce qu'on appelle les vitesses, l'endurance, la force, et dont la composante essentielle, c'est le développement de ces qualités-là. Ils sont fortement affectés. Fortement affectés. Quand il reste une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils sont fortement affectés parce que la performance essentielle repose sur la qualité concernée. À savoir la force, si c'est un sport de force, l'endurance, si c'est un sport d'endurance comme le marathonien, la résistance, il s'agit d'un coureur de 1500 mètres, eux, ils sont fortement affectés. Et ce n'est pas le cas en football. Et comme je dis, je ne pense pas que l'équipe de Barnier, là, de Rufisque, gagne ou perd parce qu'ils sont en meilleure condition physique. Je ne pense pas à ce niveau-là. Parce que la condition physique, c'est un facteur sur qui repose ce qu'on appelle les aspects techniques et tactiques pour pouvoir exercer, pour pouvoir faire son sport. La condition physique, elle est importante dans le sport court, mais j'avoue que dans ce cas qui me concerne, les jeunes qui ne pratiquent pas à cause de cette maladie, sur ce plan-là, ils ne sont pas fortement affectés. Je pense qu'ils sont plutôt affectés par les aspects psychologiques et le fait de rester comme ça, à ne rien faire, de ne pas savoir de quoi demain est fait, de ne pas avoir un psychologue qui puisse les retaper, les mettre en confiance, d'enlever tout le stress qu'ils ont parce qu'il ne faut absolument rien du tout. Et même moi, c'est mon cas, hein, il a fallu que juste beaucoup de moi-même pour pouvoir vivre en ce moment. Et j'avoue que voilà pourquoi j'adore cette émission-là, je l'ai beaucoup aimé et ça me permet moi-même peut-être de régler mon problème à mon niveau. En tout cas, merci beaucoup. Allô? Babacar? Ton micro, Babacar. Ton micro. Allô? Oui. Vous m'entendez là? Merci beaucoup. Je disais merci beaucoup à M. Salon. On en profite pour rappeler que tous les participants peuvent envoyer leurs questions sur le chat et leur relance. On peut passer la parole à Ibrahim Kébé, peut-être de l'US Ouakam. D'accord. Ibrahim, si nous entend? Oui, je vous entends parfaitement. Voilà, vous pouvez prendre la parole, mais je voudrais surtout glisser une question en passant. C'est vrai qu'en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, le sportif qui est en confinement en Europe n'est pas forcément dans la même situation que celui qui est qu'en couvre-feu, par exemple, ici au Sénégal, de 20h à 6h. Aujourd'hui, sur le plan professionnel, aujourd'hui, pour un sportif de haut niveau, quelle est l'orientation dans votre préparation? Il y a une grande part qui se fait de façon personnelle. Comment devrait se faire un peu la programmation de tout ça pour rester dans le rythme, comme on dit? C'est pas évident, hein, c'est pas évident. Bon, avec les mesures là qui ont été prises au niveau du pays, c'est déjà pas très compliqué parce que j'avoue que même avec le confinement partiel là, on arrive à faire du sport de temps en temps. Bon, le sport, comme l'a abordé le coach Sano,
au niveau du basket, c'est pas vraiment compliqué du côté du point de vue physique, parce qu'on peut entretenir son aspect physique. Par exemple, si je prends mon exemple à la descente à 17 h, bon, puisque je ne suis pas loin d'Anse Bernard, je fais de la natation 1h30 par jour pour essayer de garder la forme. Et à défaut, si je n'arrive pas à faire de la natation, bon, je suis chez moi à faire du fitness à côté avec mes enfants, donc, donc pour essayer de garder l'ambiance. Mais sur d'autres aspects, ce n'est pas vraiment facile, parce que sur le côté tactique, il faut être sur le terrain pour pouvoir faire ça. Le côté tactico-technique est vraiment très complexe pour pouvoir garder cette forme-là. Ce n'est pas évident. Maintenant, ce qui manque vraiment aux basketteurs que nous sommes, c'est la sensation d'être en contact avec le ballon, la sensation d'être en contact avec le terrain. Ça, c'est un aspect vraiment qui manque aux joueurs, aux sportifs. Et ça, même si demain on reprend le tournoi du basket au niveau du Sénégal, je pense qu'il va falloir encore laisser du temps aux équipes de pouvoir recadrer les joueurs, de pouvoir recadrer le collectif pour pouvoir aborder encore le championnat. Maintenant, sur le côté vraiment pour les joueurs professionnels, je pense que bon, le niveau d'exigence n'est pas le même. Eux, ils sont appelés à faire des résultats, de garder leur performance. Je pense que chaque joueur, eux, ils sont conscients de l'état de leur état. Et je pense que, étant donné qu'ils sont vraiment des professionnels, ils devaient s'enquérir de certaines dispositions, c'est-à-dire avoir la possibilité de s'entraîner dans leur maison, parce qu'on en a vu, hein, tous les grands sportifs ont des très grandes maisons, certains ont des terrains dans leur maison, voilà, des salles de musculation, ces genres de choses-là. Je pense qu'eux, ils peuvent entretenir leur forme physique, même si ce n'est pas, comme je dirais tantôt, la sensation avec vraiment le ballon. Donc, en quelque sorte, et la psychologie aussi est très importante dans ce cadre de situation. Parce que si je prends un exemple, bon, je ne vais pas citer de nom, on a un joueur qui n'était pas, bon, il n'a pas trop confiance en lui. Et il a commencé à faire vraiment de très bonnes choses sur le terrain. Maintenant, avec cette rupture-là, il m'envoie des questions. Chaque jour, pratiquement, je l'entends, on s'appelle, il m'envoie des questions, je lui oriente sur certaines choses. Et il me demande maintenant s'il va retrouver son niveau de jeu qu'il avait laissé ces 2 derniers matchs-là, d'autant plus que lui, ben voilà, c'était très difficile quoi, de revenir sur la scène, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué par rapport à cette situation que nous vivons. C'est ce que je voulais apporter par rapport à la question. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question ou pas. Parfaitement, vous avez très bien répondu à la question. On a également une question sur le chat que je vais lire. C'est une question qui est posée à M. Sano. La question est de Youssouf Joseph, professeur d'éducation physique et sportive, 12e promotion management du sport FIFA CIS. La question, M. Sano, c'est aujourd'hui on voit beaucoup de grands sportifs, beaucoup de grands championnats qui sont à l'arrêt. Les joueurs sont restés plusieurs semaines sans faire d'entraînement collectif. Quelle serait la recommandation qu'ils feraient lorsque le moment de reprise serait acté? Va-t-on vers une préparation physique générale ou plutôt une préparation physique spécifique? Oui, ici, je vais reprendre un terme que les Youssou Dabo aiment bien, les entraîneurs du sport co, qui différencie un peu la préparation générale, qu'il appelle généralement la préparation hivernale, qui consiste à travailler un peu plus en endurance, et la préparation spécifique, laquelle te prépare à jouer à pratiquer ta discipline. En réalité, plus la préparation générale elle était longue et bonne, moins ça prend de temps pour la perdre. Plus longtemps que vous restez à faire votre préparation est générale et physique, plus elle est longue, ça prend autant de temps pour les perdre. Ça veut dire quoi? Si maintenant vous êtes préparé 2 mois à faire votre préparation physique générale ou spécifique, ça me paraît un peu long, mais ça prend ce temps pour le perdre. Donc la réponse c'est quoi? Si maintenant vous reprenez demain ou dans une semaine, je pense que maintenant ça va faire peut-être 4 semaines, 5 semaines, si je me trompe. 5 semaines pour le Sénégal. 5 semaines pour le Sénégal. Donc on dit c'est comme ça, vous allez perdre, vous allez le perdre. Mais si cette préparation physique, vous le faisiez de façon progressive, sans beaucoup de brutalité, les pertes, elles ne sont pas énormes. Elles ne sont pas énormes. Mais comme j'ai dit au départ, quand je dis énorme, ça te permet, après 2 semaines, de reprendre ta préparation spécifique et d'aller faire ton sport.
Les sports qui ont un caractère intermittent, je dis intermittent, on fait un effort, on s'arrête, on sort. On fait un effort, on s'arrête, on sort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au haut niveau, je ne pense pas que Barça gagne parce que physiquement, elle est prête. Ou qu'il perde. Ou Manchester United, ou l'équipe de Davo, mon ami social, là, sauf que je ne me trompe pas. Mais ils gagnent parce que c'est plus des aspects techniques, tactiques, stratégies. Ça veut dire des stratégies, des techniques, des tactiques. Donc, pour répondre à sa question, au-delà de 2 mois, si vous avez pris 2 mois pour faire acquérir cette préparation physique, si vous ces 2 mois, on dit en principe, vous perdez. C'est ça le principe. Mais sauf qu'en sport, moi aussi, moi qui vous parle comme ça, là, bien vous là, moi, ça fait des années que je ne m'entraîne pas. Mais aujourd'hui, je suis capable de jouer un basket. Je rentre, 4 minutes, je sors. Même si je n'ai pas une préparation générale, mais avec ma préparation spécifique, je peux jouer au basket. Sauf que le seul problème, c'est que ça va affecter les récupérations entre les centres d'entraînement. Ça va affecter les récupérations entre les types d'efforts dans le terrain si physiquement on n'est pas prêt. Mais aujourd'hui, toute proportion gardée, une équipe ici au Sénégal, l'équipe de Youssou Dabo, si demain il se retrouve à prendre le championnat, je demande Youssou Dabo peut-être, il va rapidement mettre l'accent sur un peu de préparation physique et mettre beaucoup d'accent sur les autres aspects, à savoir technique, tactique, mentale, ces choses-là étant les plus importantes au niveau. Merci. Merci. Vous nous offrez d'ailleurs une belle transition pour passer à Youssou Dabo, qui est coach de Teungueth FC. Teungueth FC, qui, je le rappelle, est leader du championnat Sénégal au moment où on l'arrêtait avec 33 points, qui avait une longueur d'avance de 12 points sur le deuxième Jaraaf. J'aimerais bien savoir, Dabo, en cette période de pause, concrètement, comment travaillez-vous avec vos joueurs? Quelle est la relation, quel est le lien qu'il y a entre vous et les joueurs de votre effectif? Bonsoir à tout le monde. J'ai bien écouté les différentes interventions de coach Ado et de Malik, c'est ça? Ibrahima Kébé. Désolé, Ibrahima, voilà, de Ibrahima Kébé. Voilà, je les rejoins sur quelques points. Par contre, il y a un petit point où je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que ça ne fait pas gagner. Ça ne fait pas tout le temps gagner. Mais il y a des matchs où on est conscient qu'on a été supérieur à l'adversaire athlétiquement. Et c'est pour ça qu'on a gagné. Il y a certains matchs qu'on gagne parce qu'athlétiquement, on est mieux préparé que l'adversaire. Maintenant, c'est vrai que à force de ne pas s'entraîner ou de ne pas compétir, on perd en intensité. Surtout, bon, il y a des efforts spécifiques liés au sport que nous faisons, que ce soit le basket ou le football. Et c'est des efforts qu'on arrive à avoir qu'en compétition. Donc, si on n'est pas en compétition, quelles que soient les séances qu'on fera à côté, mais il nous manquera toujours cette intensité qu'on peut retrouver qu'en compétition. Je vais faire juste un petit exemple par rapport à Liverpool qui a été en difficulté il n'y a pas très longtemps. On parlait de fraîcheur physique. Donc, ils étaient à un moment où physiquement, ils étaient peut-être fatigués parce qu'ils pratiquent un football où il y a beaucoup d'intensité dans leur jeu. Il y a beaucoup d'intensité et c'est ça qui fait leur force en fait. Et quand ils perdent cette intensité, ils deviennent faibles. Et cette intensité, pour l'avoir sur la durée, même pas que sur la durée, mais pour l'avoir, il faut que athlétiquement, voilà, que tu sois prêt. Maintenant, tout ce qui est aspect technique ou tactique, l'aspect technique, on perd les sensations. Mais ça se récupère très rapidement, comme l'a dit coach Ado. Ça se récupère très rapidement parce que le fait que tu restes un moment sans toucher, par exemple, le ballon, tu peux perdre des sensations. Mais il suffit que tu reviennes 2-3 jours, voilà, tu récupères ces sensations plus rapidement. Mais l'aspect athlétique est devenu très, très important en tout cas dans le football d'aujourd'hui. C'est un aspect très, très important parce que les équipes se basent beaucoup dessus parce que techniquement et tactiquement, il n'y a plus trop de différence entre les équipes. Il n'y en a plus beaucoup comme avant parce que les matchs deviennent de plus en plus serrés et ça va se gagner sur la durée. Et quand on parle de gagner sur la durée,
c'est l'équipe qui va tenir le plus longtemps possible sur le plan athlétique. Avoir des joueurs capables de répéter les efforts en haute intensité sur la durée. Ben, si tu en as 8, 9, l'adversaire en a 5, 6, ben, déjà tu pars favori. Si techniquement et tactiquement vous êtes très proches, c'est après cet aspect athlétique qui fera certainement la différence. Et quand on parle aussi de mental, tous ces aspects techniques, tactiques, athlétiques se reposent. En fait, le mental va marcher par rapport à ces aspects. Il faut que sur ces aspects, que tu sois au top pour que mentalement, tu sois costaud. Parce que techniquement, si tu sens que tu es en déficit, ou tactiquement, tu sens que tu es en déficit, ou athlétiquement, ben, ça peut affecter le mental. Forcément, ça va affecter le mental. Absolument. Maintenant, il faut que toutes ces composantes-là, que tu sois bien équilibré pour que mentalement, tu sois voilà, au niveau où tu veux être. Maintenant, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure aussi, j'en fais un petit truc, à savoir si à la reprise, on fera une préparation générale ou spécifique, c'était ça? Oui. Je pense que tout dépendra après de la période où la compétition va redémarrer. Si, par exemple, on nous dit la semaine prochaine, les entraînements peuvent reprendre, mais le premier match en compétition va arriver 2 semaines après, c'est vrai que la préparation sera différente. Par contre, si on doit commencer la semaine prochaine et que le premier match de la compétition sera dans 1 mois ou dans 5 ou dans 6 semaines, la préparation sera différente. Donc, tout dépendra en tout cas de la date de la reprise des entraînements à la date du premier match officiel. Et par rapport au lien, excusez-moi, allez-y, M. Badian, vous avez une question? C'est juste alors une précision par rapport au coach Dabo, Ado et puis Chersar. Pour vous, qu'est-ce qui vous arrange? Est-ce que si on vous demande de revenir 3 jours, 4 jours après une reprise de compétition, est-ce que c'est adéquat ou pas? Il faudrait, qu'on sache à peu près combien de jours aujourd'hui, vous, en tant que technicien, serez favorable pour une reprise. Est-ce qu'on a besoin d'attendre 2 mois? Est-ce qu'on a besoin d'attendre 1 semaine? Quelle est la date vraiment adéquate pour une reprise dans un score pour... oui. Alors, qui va bon, Oui. Bienvenue, coach. Ah bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, coach. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, Mandiaï. Donc, j'en profite pour saluer tout le monde. Hein. Je connais beaucoup de visages. Je vois mon mentor Adosano qui est là. Je savais que tu allais le dire. Grâce à lui, j'ai commencé à coacher en 92, j'ai 28 ans. Donc, je vois vraiment beaucoup de coachs qui sont ici, que je n'ai pas eu l'occasion de parler directement et que je peux féliciter aujourd'hui Youssou Dabo, que je suis beaucoup. Coach, pour les personnes, pour les participants qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter, coach, s'il vous plaît? Bon, moi, je suis entraîneur de basket. Je suis professeur d'éducation physique de formation. J'ai été formé à l'INSEPS et génération 98. Je suis sorti à 98. Après, j'ai connu mes études en Allemagne pour faire la psychologie du sport, puis aux États-Unis. Et là, je suis docteur en psychologie du sport. En même temps, voilà, je suis expert FIBA, formateur des formateurs. En ce moment, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston-Berger. Je suis chef de département des sciences et techniques des activités sportives. Donc, c'est ça mon boulot et voilà quoi. Pour me présenter, c'est ça. La question de Lamine, est-ce que vous pouvez lui... Oui. Bon, ce que j'ai beaucoup entendu comment on appelle, le speech de coach Ado. Vraiment, il a ramassé tout ça. Mais je pense que pour qu'on avance un peu, il faudrait rebondir sur ce qu'a dit Dabo, qui est extrêmement important. Mais je pense qu'il y a quand même ce qu'on appelle les principes de l'entraînement qu'on doit respecter. Et ces principes-là, il y en a 7 grands principes. Tous les scientifiques s'accordent à dire qu'il y a 7 grands principes. Mais par rapport au confinement aujourd'hui, l'histoire de ce virus-là, qui tout le monde reste à la maison, ça va impacter beaucoup les 3 premiers principes, que sont, par exemple, le principe de la
de la progressivité. Pourquoi progressivité? Parce qu'il faut augmenter la charge d'entraînement de manière progressive pour s'améliorer. Et tout le monde le fait. Maintenant, si vous proposez toujours la même chose, sans progression et augmentation de la charge, il n'y aura pas de progrès. Donc, si vous augmentez trop vite la charge, il y a un grand risque de blessure. Et ça, c'est pour répondre à la question de Lamine Badiane. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas reprendre tout de suite et forcer. Minimum de 21 jours pour reprendre la compétition, minimum. Il faut donc augmenter la charge progressivement. Voilà, vous pouvez jouer sur une des composantes de l'entraînement pour augmenter la charge, comme l'intensité et le volume, par exemple. Donc, en dehors de ce principe de progressivité, il y a un principe qu'on appelle le principe de continuité. Il faut, c'est-à-dire pratiquer régulièrement pour progresser. Et cette régularité-là, mais d'avoir ces régularités. Il faut, ça veut dire qu'il est plus efficace entre travaux pour la semaine, pour le mois, pour l'année. Donc, progressivement. Alors, aussi, si l'on s'arrête quelques semaines, les pertes sont très importantes. On régresse rapidement. Donc, et il faudra plusieurs mois pour trouver son niveau. Mais puisqu'on a des contraintes, on ne sait pas quand est-ce que l'histoire de ce virus-là va se terminer. Mais ça se termine automatiquement. Mais sur 3 semaines, les gens ont le temps de travailler sur la condition physique et de faire des matchs d'entraînement avant de reprendre à jouer. Et ça, 21 jours nous permettent. C'est vrai qu'il y a d'autres principes de l'entraînement qui sont le principe de variété, le principe d'alternance du travail, le principe de spécificité, le principe d'individuation, qui aujourd'hui d'activité. Les gens qui sont chez eux, ils peuvent travailler de manière individuelle, travailler sur leur forme physique. Ils peuvent le tester par rapport à leur poule pour revenir très fort. Mais dans le sport collectif, c'est différent. Dans le sport collectif, on a besoin de s'améliorer avec l'autre. Voilà. Et ce qui va poser un très grand problème si on n'a pas ces 21 jours-là pour reprendre complètement la compétition. Voilà. Donc, c'est juste pour répondre à cette question. Il y a d'autres explications, bien sûr. Mais c'est ce que je pourrais dire par rapport à ça, en se basant sur les principes d'entraînement. Merci. Merci beaucoup, coach Sersar. Je rappelle que vous êtes ancien sélectionneur, ancien entraîneur de l'équipe nationale de basket du Sénégal. Je voudrais encore rebondir sur Youssou Dabo, qui n'avait pas encore fini sur une des questions qui lui avait été posée et qui est revenu également dans le chat avec le message de Pape Mahmoud Gueye, qui demande comment les clubs vivent ici cet arrêt. Concrètement, quel est le lien entre l'équipe technique aujourd'hui et l'effectif? Comment créez-vous un peu cette interaction qui continue aujourd'hui pendant cette période de crise? Ou est-ce que les joueurs sont tout simplement en vacances ou sous nos tropiques? Ah, non, ils sont pas en vacances. Je vais juste faire un petit coucou aussi à coach Sersar. Je félicite aussi au passage parce que même si on n'est pas dans les mêmes disciplines, on se suit, je pense, mutuellement. Et il a fait de bonnes choses. Maintenant, j'en profite. Il y a coach Sersar, il y a coach Adosanou. Comme je cherchais des mentors au basket, j'en ai 2 maintenant. Voilà. Maintenant, pour répondre à cette question, nous, ce qu'on fait, moi et mon staff, ce qu'on fait depuis l'arrêt, c'est qu'on met en place un planning, un programme pour les joueurs, un programme de 10 jours. Chaque 10 jours, on change. Voilà, on a changé. On les a remis en tout cas au nouveau programme, je crois, il y a 3-4 jours. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en Europe pour surveiller les joueurs, mais on essaie juste de les conscientiser, d'échanger souvent avec eux, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en vacances. Là, c'est une situation voilà, qui dépasse tout le monde, que personne n'avait vu venir. Maintenant, eux, il faut qu'ils soient un peu plus conscients professionnellement et à savoir qu'on est déjà sur une bonne dynamique qui a de nous permettre de bien finir ce travail qu'on a bien commencé, que nous avons en travaillant chez eux. Quand je dis chez eux, ce n'est pas dans leur maison parce qu'on n'a pas des maisons assez spacieuses ici comme en Europe pour s'entraîner, mais de prendre la peine d'aller courir. Là, ils doivent le faire très très tôt le matin. À 6h30, 7h, il faut qu'ils soient dehors. Et je sais que, bon, il y a des jours qu'ils font.
parce que je connais la mentalité, l'état d'esprit de certains, je sais qu'ils sont consciencieux. Ils le font. Mais il y en a d'autres, j'ai plus de doutes. Après, c'est difficile à surveiller, c'est difficile à contrôler parce qu'on n'a pas les mêmes moyens qu'en Europe. Mais nous, de notre côté, ce qu'on peut faire, c'est déjà d'attirer leur attention, de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas en vacances, de constamment être derrière eux et de leur proposer des programmes. C'est ce qu'on fait en tout cas jusque-là. Et bon, on verra maintenant à la reprise comment, dans quel état on va les récupérer. Coach Dabo, j'avais une question qui concerne votre club et la gestion du staff. On a vu dans la presse européenne des problématiques de gestion de salaire. Est-ce que vous, à vos niveaux, quelles sont les dispositions? Allô? Oui. Allô? Désolé, Tcherno, moi je suis un peu perdu dans la méthodologie. Hein. Je croyais qu'il s'agissait de laisser les gens faire des exposés, après de poser des questions. Donc, je peux intervenir là. Oui, oui, bien sûr. En fait, l'idée, ce qu'on fait dans le principe, chaque intervenant va exposer son thème et après, des questions vont suivre. Et après, normalement… À la suite de son exposé, quoi. Oui, voilà. Et après, c'est à vous. Normalement, après le coach, c'est à vous. Mais si vous avez envie d'intervenir sur des sujets et sur des questions… Non, non, pour les exposés liminaires, je préfère enchaîner là tout de suite. Hein. D'accord. Parce que pour les exposés liminaires, vous voyez bien que devant des sommités comme Ado, comme Bonjour, coach Chersar et les autres, je ne vais pas m'aventurer sur certains terrains. Mais peut-être corser un peu la question à partir justement de la chute de l'intervention de Youssou Dabo tout à l'heure. Ça passe, vous m'entendez? Bien sûr, on vous entend. Parce que la dernière question que s'est posée Youssou Dabo, moi, c'est la question qui me taraude dans toute cette histoire. Dans quel état on va récupérer nos joueurs? Parce qu'à l'analyse, oui, c'est ça. Et quand lui se pose la question, dans quel état je vais récupérer mes joueurs, moi, je me dis tout de suite dans quel état mental. Parce que, constatez bien, tous ceux qui sont intervenus ici parlent dans la perspective de reprendre la compétition. Il y a l'aspect performance et compétition qu'il y a derrière ça. Mais pendant ce temps-là, les joueurs sont impactés. S'ils ne sont pas infectés, ils sont affectés par le Covid-19 comme vous tous, comme vous et moi. Et à mon avis, il y a un travail de proximité à faire pour les encadreurs, qu'ils soient dirigeants ou entraîneurs. Le quotidien des joueurs va changer. Là aussi, je me réapproprie un terme de Youssou Dabo. On ne peut pas les surveiller comme à l'accoutumée, c'est vrai. L'intensité du travail d'entraînement baisse. Mais en plus, qu'est-ce que perd le joueur? Il perd tout ce qui jusque-là faisait sa vie et contribuait à, disons, asseoir son self-esteem. Il n'a plus de sparring partner. Et c'est un sparring partner, que ce soit à l'entraînement ou, disons, en compétition même, qui permet de progresser. Le contact qui permet de progresser et de se mesurer au jour le jour n'est plus là. Le joueur n'a plus de public. Et pour un sportif, le public, c'est important. Surtout si c'est son métier d'évoluer devant un public. Il n'y a plus de public, il n'y a plus d'adversaire, mais il n'y a plus d'objectif immédiat, identifiable, qui puisse mobiliser toute sa concentration. Tout cela, ça laisse un vide extraordinaire que nécessairement le joueur cherchera à compenser. Alors, qu'est-ce qui risque de se passer en ce moment? C'est que le sportif professionnel, et je le répète, c'est l'un des professionnels les mieux protégés sur la planète, ça vous le savez, que ce soit d'un point de vue médical, du suivi nutritionnel, etc. Vraiment, il est tellement bien encadré pour être dans les conditions optimales de performance. Mais si les conditions font que cet encadrement, qui lui interdisent de laisser voguer son esprit, ses pensées vers autre chose que la compétition, si cet encadrement de proximité
vient à défaillir, le joueur, le sportif, rentrera en lui-même et commencera à ruminer des questions qui, en période ordinaire, ne l'interpellent pas tant que ça. Et là, il y a des anxiétés et des angoisses qui vont naître. Ça risque de peser sur l'état d'esprit de ces joueurs. Ce qui fait que, comme en entreprise, hein, il faut penser qu'il y a un après-Covid qui va venir. Et maintenant, au lieu, puisqu'il n'y a plus d'objectif immédiatement atteignable là, autour duquel on peut se mobiliser, c'est l'occasion de remettre l'humain au centre de tout ça. Finalement, pour le dire très vialement, le joueur devient plus un homme à soutenir, disons, que quelqu'un sur les épaules desquels on se repose pour atteindre une performance immédiate. Donc, pour en revenir à cela, moi, la question qui me taraude depuis que vous m'avez interpellé pour cette émission, c'est bon, les entraîneurs et les dirigeants sont très bien au fait des techniques d'entraînement, de la gestion, etc., de groupes in situ. Ils savent, et la discussion a commencé, par exemple, entre Youssou et Ado, et même coach Sersat, à quel rythme il va falloir reprendre, etc. Tout ça, ce n'est pas le problème. Pour moi, le problème, c'est là, maintenant. Cette anxiété dans laquelle naviguent ces joueurs, ne sachant pas quand est-ce qu'il faut reprendre la compétition, peut peser aussi bien sur leur motivation que sur leur truc. Donc, si, à mon avis, parce qu'on avait parlé de recommandations, si on veut récupérer son groupe dans un état d'esprit optimal, il ne faut surtout pas lâcher, je ne dirais pas la surveillance, mais l'accompagnement en ce moment-ci. Parce que se poseront au niveau de ces hommes et de ces femmes qui ont perdu tout ce qui faisait leur estime de soi en temps normal, mais pour les maintenir dans une dynamique et les récupérer dans un état d'esprit, pour pouvoir les remettre le plus rapidement, les rendre le plus rapidement compétitifs, il y a un travail à ne pas oublier à faire ici. Bon, je vais le taquiner un peu. M. Dabo ne devra pas, à mon avis, se charger tout simplement de chercher tout simplement à savoir que s'il a donné des exercices maison, le jour, les aura fait. Ben, mais à côté, le jour, je ne souhaite pas, aura un parent atteint du Covid, aura un ami affecté par le décès d'un parent, verra tellement de choses changer qu'il serait important pour lui d'en parler. Et là, il va falloir être des gens d'une excellente écoute et d'une écoute plus profonde que l'écoute qui se fait dans les conditions normales de température et de pression pour me réapproprier un terme scientifique. Ça, je voulais vraiment verser ça dans la corbeille pour me répéter encore une fois que la gestion du moment de crise, mentalement, peut impacter sur l'état d'esprit, en plus de l'état physique dans lequel on va récupérer le jour au sortir de cette crise. Merci, Monsieur Diouf. Je rappelle que vous êtes psychologue conseiller, spécialiste des représentations mentales et de l'accompagnement psychosocial. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Super. Alors, merci pour votre brillante intervention. Avant je voudrais également peut-être glisser une autre petite question. Dans un contexte où aujourd'hui, le joueur, comme vous l'avez dit, peut se poser même des questions au-delà de son entourage, mais de la pratique même de son activité aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. C'est sur le plan contractuel, est-ce que si la crise dure combien de mois, au bout de combien de temps je vais être payé, au bout de combien de temps mon contrat va être, comment va être gérée la suite, surtout quand on se met dans le contexte du Sénégal où les joueurs ont des contrats assez précaires. Aujourd'hui, quelle est la part du club dans la gestion de ces cas, dans la quête des réponses que les joueurs se posent sur leur situation contractuelle, tout simplement? Elle s'adresse à moi la question. Oui. C'est pourquoi je disais que c'est comme un peu, les dirigeants vont se mettre dans la peau de gestionnaires de ressources humaines. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. Et s'ils ont à cœur de l'après-Covid, il va falloir maintenant gérer des hommes avec leurs angoisses. Parce que c'est un business, comme on dit. C'est comme si on est dans une entreprise.
le joueur, comme tous les Sénégalais qui sont dans des entreprises, cherche à savoir à quelle sauce ils vont être mangés par cette crise. Faudra-t-il, par exemple, faire du chômage partiel, ce qui est impensable en matière de sport, par exemple. Là où on peut trouver des solutions juridiques toutes faites, le milieu du sport requiert tout à fait autre chose. Et là, je pense que quand je disais qu'il faut remettre l'humain au centre de tout cela, il faudra maintenant intégrer dans la gestion du joueur la gestion de sa situation sociale. Rassurer le joueur autant que cela peut se faire sur la pérennité de son salaire, ou en tout cas ne pas l'exclure de ce qui va se décider. Bon, le sport, c'est quelque chose de très noble. Au-delà de ce qu'on gagne financièrement, il y a d'autres gains sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel qui se nouent et qui ne se nouent qu'en milieu sportif. Il faut faire jouer ces choses-là pour rendre la crise socialement et économiquement plus supportable à tout le monde. Bon, maintenant, nous savons tous, hein, pour ce qui est de nos clubs ici au Sénégal, les difficultés qu'ils vivent en temps normal. Alors, en temps de crise, bon, je ne sais pas ce que cela va donner, mais le sport permet de nouer un relationnel. Si on oublie un instant le résultat immédiat à venir, on peut quand même accompagner tous ces garçons-là à gérer leur quotidien social et économique comme on avait l'habitude de le faire dans la mesure du possible. Bien entendu, la question économique sera une question supplémentaire qui va se poser et qui va alimenter leur situation d'anxiété. Bon, là maintenant, ça dépendra des avoirs des uns et des autres. Il appartiendra aux dirigeants de mettre en place beaucoup de techniques communicationnelles, de partager pour rassurer leur bonheur dans ce domaine. Merci beaucoup. Et les entraîneurs peuvent se poser la même question également, hein, à leur niveau. Merci beaucoup, M. Diouf. Je voudrais revenir, si vous le permettez, à Dossano. Oui. On a parmi les questions qu'on a sur le chat, une question de Pape Madi Touré, qui parle surtout de sport individuel, qui demande si un athlète en taekwondo, par exemple, qui s'entraîne de jour en jour pour maintenir son poids et qu'il reste 5 semaines sans s'entraîner au même rythme après le confinement, quel type d'entraînement devrait lui convenir pour qu'il réduise son poids, pour qu'il retrouve son poids de forme? Merci beaucoup, mais permettez-moi d'intervenir un petit peu sur ce que vient de dire Babacar. En fait, ça va faire rire à Chersa, parce que des fois, je passe tout mon temps à parler, des fois, en tant que DTN, quand j'étais sur le banc, et même dans les formations de formateurs, parce que c'est là où je me reconnais le plus plutôt qu'entraîneur, c'est les coachs là, c'est les Chersa. Et très souvent, quand Babacar parle du joueur et de l'être humain, c'est vrai, ici on ne parle pas de l'être humain. Un joueur qui a un décès dans sa famille, un joueur dont je ne peux pas, ou l'épouse, ou il y a un événement malheureux dans sa famille, il reste un être humain. Ça, nous ne le gérons pas. C'est vrai que c'est un joueur en même temps. Mais quand on parle du joueur ici, dans cette situation, c'est le joueur à qui on a privé du terrain. Il est privé du terrain pour une durée qu'on ne maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et sur ce point, je le rejoins. Exactement, il a parfaitement raison. C'est tellement de choses, et je l'ai dit dans mon introduction. Mais moi, je ne vais pas m'intéresser aux joueurs humains. Parce que même les joueurs, pendant ce qu'on appelle pas les grandes vacances, la trêve, comment on appelle, entre les deux saisons, ils se reposent. En tant qu'humain, il ne fait pas son sport, il le fait à sa façon, ce n'est pas dans le club. Et pourtant, il existe, il le vit. Et ici, c'est plus des joueurs en tant qu'être humain, en tant que joueur qui les intéresse, pas en tant qu'être humain. Et très souvent, quand je dis ça fait rire, parce que vous savez, nous en basket, là, on a des petits tableaux magnétiques là. Des fois, tu vas avoir un Mania Ndiaye qui est mon joueur qui est complètement affolé. Il est tellement affolé, il a besoin d'être encouragé, mentalement d'être encouragé, d'être remis à la forme, de lui donner la confiance. Tu vois, un coach de basket qui appelle son tableau, lui dit tactiquement, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Alors que le problème, il est ailleurs. Le problème est ailleurs. Ici, le problème, il est ailleurs. Le problème ici, on ne parle pas de l'être humain, on parle du joueur. Et pour terminer, il y a des choses qui sont faciles. Tout de suite, vous me mettez tous les soirs, il m'arrive de faire 3 jours sans sortir. Mais après 3 jours, quand je sors pour 10 minutes, je suis bien.
Je suis bien, complètement bien. Même s'il faut faire 20 minutes en marche, je reviens, je suis bien. Mais dès que j'entre chez moi, à l'idée que je suis en prison, paf, je le suis. Donc, il y a des choses qui rapidement. Maintenant, par rapport à la question, quelqu'un qui fait du taekwondo, s'entraîne tous les jours pour maintenir son poids, qui reste 5 semaines sans s'entraîner, au même rythme, mais forcément, quelqu'un qui est au repos. L'être humain, c'est une balance. Ce que vous mangez, si vous ne l'enlevez pas dans la pratique sportive, vous le mettez en surpoids. Vous le mettez en réserve, vous prenez du poids. Forcément, cette personne, tel qu'il me l'a décrite, cette personne va prendre du poids. Maintenant, s'il a pris 5 semaines pour prendre du poids, il a plusieurs façons de l'enlever ce poids-là, par l'entraînement. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une façon de s'entraîner très vite, il va le perdre. Ça prend les 5 semaines qu'il a pris pour perdre ce poids. Il y a une façon de s'entraîner, ça va prendre moins de 5 semaines. Mais ce qui est important, c'est ce que Youssou Dabo a dit, ça dépend quel moment on a entre la reprise et le début des compétitions. De ce point de vue, voilà la seule réponse que je peux lui donner. Effectivement, il peut perdre du poids. Mais si il peut perdre le poids qu'il a accumulé en 5 semaines, il peut le perdre en 5 semaines ou en moins de 5 semaines. Parce que l'être humain peut s'entraîner des qualités physiques différentes. On peut entraîner la vitesse et l'endurance, mais c'est à des moments différents. C'est possible. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Sano. Alors, je rappelle le thème qui nous réunit aujourd'hui, crise du Covid-19, gestion des joueurs, impact et recommandations. Nous sommes autour de cet échange avec plusieurs spécialistes du sport de façon générale. Lamine Badiane de la FIBA, Youssou Dabo, entraîneur de Teungueth FC et entraîneur de l'équipe nationale U20 de football. Coach Cheikh Sarr, ancien entraîneur de l'équipe nationale. Ibrahima Kébé également, qui est joueur de basket à l'US Ouakam. Et à la partie technique, nous avons également Seydina Ndiaye et Thierno Mandiaye Ndiaye, acteur du basket, membre de la Fédération française de basket, et moi-même, Babacar Ndaoufay, rédacteur en chef à E-Media et responsable du service sport. Alors, c'était juste pour vous rappeler un peu le thème. On va parler de la crise, on parle depuis une heure de la crise du Covid, de la gestion des joueurs, impact et recommandations. C'est l'occasion de retourner à un joueur, Ibrahima Kébé, s'il nous entend. Oui, je vous entends. Alors, super. On a fait un peu le tour de la question. Tout le monde a en quelque sorte remis le joueur, le sportif, au centre du terrain, on va dire. Oui. Donc, on peut vous redonner la parole s'il y a des parties sur lesquelles vous voudrez bien revenir. Ben, je pense qu'ils ont tout dit. Hein. Donc, je parle sous le contrôle de mon ancien coach que je fais un coucou, Cheikh Sarr. Qui vraiment m'a beaucoup appris sur le côté technico-technique au niveau de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Bon, ils ont fait le tour, je pense bien, le coach Adou Sano, le psychologue et Cheikh Sarr. La question sur l'aspect psychologique du joueur est très importante aujourd'hui. Parce que, comme on l'a dit tantôt, être coupé d'un monde dont on aime vraiment, ce n'est pas une chose aisée. Par exemple, si je prends aujourd'hui des exemples sur par exemple, l'aspect social aujourd'hui, parce qu'on sait on a beaucoup de joueurs aujourd'hui qui dépendent de ce basket-là, de ce basket au niveau du Sénégal. Et que le championnat, on sait très bien que le championnat n'est pas un championnat professionnel. Donc, comme vous dites, il y a des contrats qui sont vraiment très précaires et certains joueurs en dépendent de ça. Et aujourd'hui, si on leur coupe ça, je pense qu'il y a un facteur qui est très important qu'il faut prendre en compte. Comment les appuyer socialement et comment les permettre de s'en sortir de cette crise. Parce qu'on ne sait pas la fin. On sait quand la crise a commencé, mais on ne sait pas quand cette crise va terminer. Et ça, je pense que c'est primordial. Peu de choses que je voulais apporter par rapport à ça, c'était l'aspect social. Ces joueurs qui dépendent de ce basket, qui nourrissent leur famille par rapport à ça. Comment on va les appuyer? Comment on va les aider à entretenir leur famille? Comment on va les aider à régler leurs besoins de première nécessité? Je pense que c'est une question qui mérite réflexion, quoi. Je voudrais bien rebondir sur ça. Hein. Oui, allez-y. Ok, donc je remercie Kébé d'avoir parlé positivement de moi. C'est pas tout le temps que je reçois des gens de retour là. Donc Kébé, je te salue, comment tu vas? Oh, je le fais souvent. Hein.
Je très bien. Bon, mais je voudrais quand même, parce que Babacar a parlé d'un truc extrêmement important. Alors, sur le plan mental, sur le plan psychologique. Et je sais que... Je précise, c'est Alioune Badara Diouf. Babacar, c'est le... C'est Badara, Badara. Ouais. Badara, je voulais dire Badara. Et je sais que Québec en a parlé un peu, c'est quand même un aspect psychosociologique. Et tous les psychologues du sport, dans ces moments de crise, interviennent en utilisant 3 éléments qu'on appelle les 3 P. Et ces 3 P-là, c'est la prévention, la préparation et la réparation. Les 2 P et le R, quoi. Alors, quand on parle de prévention, ça veut dire qu'il faut qu'on évite la démotivation au niveau de ces joueurs. Parce que beaucoup de joueurs sont anxieux, donc on sait que l'anxiété est une émotion vraiment négative. Il y en a qui ont peur de retrouver leurs sensations, ils ne savent pas ce qui va arriver quand ils vont reprendre. Sur le plan professionnel, ils ont des doutes, parce qu'ils ne savent pas s'ils peuvent avoir le même niveau qu'ils avaient avant que la crise n'arrive. Donc, il faut une prévention. Et une mission du psychologue ou bien de l'entraîneur d'être en contact avec le joueur, de lui parler, de savoir connaître ses problèmes, connaître les difficultés qu'il est en train de rencontrer, savoir qu'est-ce qu'il fait. Et si on fait cette prévention, on peut voir venir le problème qui peut arriver. Et si on le sait, il faut passer par la préparation. Préparation, ça veut dire quoi? On doit anticiper tous les problèmes. Par exemple, sur la fixation d'objectifs. On savait qu'en début de saison, notre objectif était de gagner le championnat. Alors, pour augmenter la motivation et diminuer les craintes, on peut revoir l'objectif. On peut le renforcer, on peut le revoir. Donc, ça permet aussi de se préparer. Ça, vous avez dit en début de saison. Donc, on va continuer sur le même objectif et on va le revoir. Réajuster par rapport au manquement. Parce qu'il y a des joueurs qui vont arrêter, il y a des joueurs qui vont, après le truc, partir. Il y aura beaucoup de problèmes. Il y a des joueurs qui on devait donner un salaire pendant 2 mois, on ne l'a pas donné, il est démotivé. Donc, il faut par rapport à la préparation, il faut, comment on appelle, mettre ça dans une visière. Et il y a ce qu'on appelle la réparation également. Ce travail s'est fait dans l'urgence. Et on est dans l'urgence. Il faut essayer de régler la crise de l'anxiété du joueur. C'est-à-dire qu'il faut tout le temps lui poser des questions, lui envoyer un questionnaire par rapport à son état de forme, à son état de motivation actuelle. Qu'est-ce que lui, il voudrait faire juste après le confinement? Est-ce qu'il va rester avec nous? Est-ce qu'il a les mêmes motivations? Est-ce que je pense que ces 3 éléments-là nous aideraient sur le plan mental à préparer le joueur, parce qu'il est au centre du problème. Au niveau social également, je pense que les deux sont liés. Aujourd'hui, quand je parle l'exemple de l'Université Gaston Berger, depuis qu'on a le confinement est arrivé, les joueurs n'ont pas reçu de salaire, n'ont pas d'argent. Est-ce qu'on sait le niveau, leur état actuel dans la famille, etc., etc. Donc tout ça, c'est des problèmes qu'il faut gérer. Parce que mentalement, ça va être très difficile de reprendre comment on appelle la saison, les compétitions, sans prendre en compte ces aspects psychosociologiques. C'était juste pour renforcer Badara par rapport à ce qu'il a dit. Et je pense que c'est un des grands nœuds du problème qu'il faut régler en an. Merci coach Sarsar. Alors, je voudrais, si Youssouf vous entend. Oui, bien sûr. Je vous entends. Ouais. On a une question que j'aimerais bien, c'est une question qui a été posée sur le chat, qui dit, je voulais aussi savoir quel impact ça peut faire sur les joueurs qui sont en instance de transfert. Je te pose la question parce que la FIFA, on l'a vu depuis quelques jours, qui a posé un peu une sorte de solution, qui a exprimé la possibilité que les contrats qui se terminent à la fin de cette saison soient étendus et que le mercato estival soit décalé face à l'épidémie du coronavirus. Ça, c'est de façon générale dans le monde entier. Maintenant, je voudrais savoir, par rapport à la question qui a été posée sur le chat, un peu la réponse personnelle, l'avis que vous avez personnellement. Bon, je vais abonder dans le même sens que les autres intervenants. Là, ce qui est important, c'est l'accompagnement que les joueurs peuvent avoir. Et cet accompagnement, c'est surtout pour les renforcer
mentalement, psychologiquement. Parce que si le joueur se sent abandonné, bien sûr, ça peut l'affecter sur le plan mental. Et pour le récupérer à la reprise, ça peut prendre beaucoup plus de temps que ça devrait l'être. Maintenant, pour le joueur qui était en instance de transfert, il faut juste voilà, le rassurer par rapport à sa situation en lui faisant comprendre que son transfert n'est pas capoté. D'accord? Là, c'est juste une situation qui est là, mais dès qu'on sort de cette situation, on reprend les choses normales, il va partir ou il va signer, voilà. Le rassurer en fait, parce que les sportifs, les joueurs, c'est des grands bébés. Hein. C'est des grands bébés, ils ont besoin d'être rassurés tout le temps. Ils peuvent faire les bonhommes, tout ce que tu veux, mais ils ont besoin d'être souvent rassurés. Nous, on avait un joueur qui était en instance de voyage à Tenguet. Il avait son visa et tout, il devait partir. Mais voilà, juste, je pense, on s'est arrêté une semaine avant son départ. Il devait partir le 22 et tout a été arrêté le 14, chez nous en tout cas les footeux. Mais ce joueur, à un moment donné, il va douter, il va se dire, mais est-ce que je vais partir après? Est-ce qu'il va se poser beaucoup de questions, beaucoup de est-ce que, comme l'a dit coach Chersa. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'accompagner ce joueur, le rassurer, le faire comprendre que, voilà, par rapport à la situation actuelle, c'est vrai que tout est bloqué, mais dès que tout reprend, ben, ça va repartir. Là, il faut surtout se soucier de l'homme, pas du joueur simplement. Il faut se soucier de l'homme. On parle tout à l'heure, j'ai entendu chez les différents intervenants où on parlait du joueur qui touchait un salaire et là, bien sûr, il va se poser des questions. Nous, à notre niveau, à Tenguet, malgré qu'on avait arrêté les entraînements depuis le 14, ben, les joueurs ont été payés au complet, en fait. On ne s'est pas dit, ouais, ils sont entraînés 2 semaines, on va couper, on va faire ceci, on va faire cela. Non, parce que c'est une situation que personne n'attendait. Et tant que ça va durer, le président a promis de les accompagner. Maintenant, c'est vrai que plus ça dure, plus ça devient compliqué. On sait comment ça se passe avec les clubs au Sénégal. Au niveau sponsoring, ça ne suit pas trop. Niveau billetterie, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc, tout ce qui va se faire, c'est à la bonne volonté du président parce que même en Europe, on voit qu'il y a des clubs qui sont en difficulté avec leurs joueurs. Maintenant, le président, parce qu'il comprend, il sait que c'est une situation difficile, les joueurs sont des soutiens de famille, voire même des parents de famille, donc des pères de famille. Donc, il faut les accompagner, il ne faut pas les abandonner. Parce que dans ce milieu, c'est du donnant-donnant. On a eu des joueurs qui ont bien travaillé. Jusque-là, ils ont été irréprochables. C'est le moment maintenant de leur faire comprendre que voilà, malgré que la situation est comme ça, nous sommes là pour vous accompagner. Et ce joueur sera plus facile à récupérer à la reprise qu'un joueur qui a été abandonné, je pense. Merci beaucoup, coach Dabo. Vous nous offrez déjà une très belle transition avec une des questions qui a été posée. Est-ce que j'aimerais poser à monsieur Lamine qui nous entend? Est-ce qu'il nous entend, Lamine Badiane? Lamine Badiane. Ouais, il faut qu'il active ton micro. Ouais, ça y est. Je vous entends. Super. Alors, je voudrais vous poser la question de Youssoufa Joseph, qui demande un peu par rapport à l'aspect management même du club. Une partie de la valeur de l'organisation sportive ne marche pas. C'est tout ce qui tourne autour du spectacle. Il y a beaucoup de manques à gagner, il dit, pour les actionnaires ou propriétaires du club. C'est un peu comme ce que dit Youssou Dabo. Quel impact aujourd'hui je lis en même temps que vous. En tout cas, en ce qui concerne un peu, je lis par-ci, par-là, tout ce qui se passe au niveau des clubs professionnels ici. Il y a une possibilité, les clubs,
pas des clubs amateurs, hein, je parle des clubs professionnels, que ce soit le Barça ou le Real, etc. Il y a un consensus vers un partage ou une diminution des salaires des différents joueurs ou une participation des différentes fédérations, quoi. Voilà comment ça se passe. Mais au niveau amateur, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais en tout cas, sur ce qui est en train de se poser et de se mettre en place au niveau du secteur professionnel, c'est bien ça. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Allô? Oui. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Badiane. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voudrais glisser une autre question à coach Sersar et coach Youssou Dabo. On va commencer par coach Sersar. On a parlé de toutes les éventualités, mais on n'a pas évoqué l'éventualité que la saison soit tout bonnement finie. C'est une éventualité qui est là aujourd'hui. Comment il faudrait éventuellement gérer cette figure, coach Sersar? Oui, je pense que c'est une probabilité à prendre très au sérieux, hein, parce que c'est très possible. Quand on voit aujourd'hui que la NBA a suspendu sa saison, avec un manque à gagner énorme, parce que quand même, c'est des franchises, c'est des milliards de dollars qui sont en jeu, avec le spectacle qui est en avant, parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec ça. Hein. Ils ont leur propre terrain et puis ils ont de sponsoring. Ils ont des joueurs également qui, avec le temps, comme on appelle, d'engagement sur le terrain, hein, ils ont des, comme on appelle encore, de grands sponsors qui les suivent et tout. Et ensuite, il y a le ressort des médias, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui reçoivent par rapport aux droits télé. Tout ça là, ils l'ont mis de côté parce que c'est l'être humain qui est d'abord le plus essentiel. S'il n'y a plus de joueurs, si les joueurs ne sont pas en bonne santé, il n'y a plus de compétition. Donc, je pense qu'il faut partir de l'essentiel. L'essentiel, c'est l'être humain, c'est le joueur, c'est le dirigeant, c'est les arbitres, c'est les entraîneurs, c'est les véritables acteurs. Si ces gens-là sont malades, ben, je pense que ça ne sert à rien du tout. Alors, je pense qu'il y a une éventualité à prendre en compte. Et c'est très possible, parce qu'aujourd'hui, on est au mois d'avril, et je pense qu'une compétition basket ou football, souvent, on arrive jusqu'au mois de juin. Alors, maintenant, les 5 dernières années, au niveau du basket, on va jusqu'au mois d'août. On dit tout le temps que c'est des situations exceptionnelles, mais on arrive jusqu'au mois d'août. Voilà. Alors, si ça doit se faire, je pense qu'il faudrait quand même commencer à faire une évaluation de toutes les possibilités. Alors, si on arrive à suspendre la compétition, il faudrait quand même que toutes les fédérations s'assoient avec les ligues pour discuter de la faisabilité, quoi. Des problèmes qui peuvent arriver, hein, voir également dans quelles conditions on va laisser les joueurs partir, dans quelles conditions il faut libérer les entrées, etc., etc. Donc, c'est une éventualité. Et moi, j'y pense fortement parce que si on arrive en France à arrêter carrément le bac, c'est très possible que les gens aussi arrêtent au niveau des autres pays. Et au niveau du basket, la Fédération française de basketball a suspendu la compétition également. Et ils ont beaucoup plus de possibilités que nous, ici en Afrique, parce que nous, quand même, à partir du mois d'août, on a la pluie sur le terrain, on a beaucoup de difficultés, il y a plein de choses qui se passent, quoi, qui font qu'on va perdre beaucoup de matchs sur le terrain, parce qu'on ne maîtrise pas l'environnement. On ne contrôle pas l'environnement, donc c'est des risques pour arriver jusqu'au mois d'août, mois de juillet, où la pluie va arriver et les matchs vont être arrêtés. Voilà. Donc c'est vraiment une possibilité, une éventualité qu'il faut prendre au sérieux. Merci, merci. Alors, la même question pour Youssou Dabo avant qu'on fasse le tour de table. Bah, comme l'a dit coach Chersat, c'est une éventualité, mais moi je suis un éternel optimiste. Nous allons jouer, nous allons continuer à jouer. Après, ce que je me dis aussi, c'est qu'au Sénégal, on joue toute l'année. Hein. On joue toute l'année. Si ce n'est pas le championnat, c'est les Navétanes. Donc, la même période que les Navétanes jouent, le championnat peut se jouer. On n'est pas dans un pays où on se dit, voilà, les terrains sont impraticables, s'il pleut, on ne peut pas jouer. Bien sûr, parfois, il y a une certaine pluie assez forte qui empêche quand même de jouer. Mais à partir du moment où on est dans un pays où on joue 12 mois sur 12,
pour moi, voilà, le football peut continuer à se faire, quoi. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où les dirigeants nous disent qu'on on arrête la saison, le championnat ne peut plus se dérouler, on va s'adapter. Ça va être très difficile, bien sûr, ça va être difficile. Ce n'est pas parce que nous sommes premiers ou en ce moment, ce n'est pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est surtout la santé des gens. Ça passe avant tout. Vous êtes un peu dans la même situation que Liverpool, quoi. Eux, ils sont plus dans une situation plus compliquée parce qu'eux, ils sont à 6 points quand même d'être champions. Nous avons juste fait la phase aller, même si on a une bonne avance sur le deuxième. Il nous reste une phase de retour. Eux, ils ont juste 6 points à récupérer. Franchement, s'ils ne sont pas champions, en plus, depuis 30 ans, ils courent derrière ce titre. Je pense quand même qu'ils vont continuer à jouer pour qu'ils arrivent à être champions. Mais bon, nous, si on décide aussi d'arrêter, voilà, nous allons nous adapter parce que ça voudra dire qu'on n'a pas le choix. Mais avec les dirigeants que nous avons, je sais que tant qu'on a le choix, ou en tout cas tant que l'espoir de reprendre la compétition est là, ils vont maintenir quand même le championnat. Merci beaucoup, coach Chita, pour votre contribution. Oui. Alors, vous me permettez un peu d'intervenir à ce sujet-là. En fait, tout le temps, des fois, il y a pas mal de coachs qui m'appellent et quand on discute, vous savez, ce qui ressort de notre discussion, à mon niveau, c'est le danger. C'est le danger de ne pas prévoir ce qu'on appelle plan A ou plan B. De laisser les choses, vous m'excusez, pourrir comme ça, puis les gens vont rester pendant 1, 2, 3 mois et disent on continue. Alors que si on attend, on aurait pu arrêter, et c'est ces 3 mois, il reprend. Ou reprendre une année ou continuer l'année. Mais au moins, on l'aura décrété. C'est le fait de rester comme ça et d'attendre. D'attendre quoi? Que l'autorité se prononce. Et quand l'autorité elle est plurielle, l'autorité peut ne pas prendre compte les particularités des différentes fédérations. Quand j'entends Chersa parler et que je parlais, le football, effectivement, le football, ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais un terrain de basket mouillé, tu ne peux pas jouer là-bas. Un terrain de football mouillé, tu peux y jouer. Ça veut dire en arriver à ce qu'on appelle des particularités au niveau des fédérations. Mais le danger, je dis encore, c'est de rester comme ça à attendre. À attendre à ce que tout le monde s'agrippe à une décision générale. Quand je dis générale, on dit l'école est fermée, par l'Assemblée, tout le monde attend. Et au niveau des fédérations, on ne réfléchit pas. Je lisais hier dans le journal. Dans le journal, le président de la fédération qui se prononçait sur le futur. Le futur. Et il évoquait le manque de sponsors. Et il a même parlé de ces possibilités d'être subventionné par l'État pour pouvoir continuer parce que la fédération dépense 2 millions par semaine. C'est vrai, la fédération fait beaucoup d'efforts pour déplacer les clubs. Donc concrètement, au niveau de la fédération, si on doit jusqu'au 4 mai inclus, plus 2 semaines de reprise, 20 mai, ça va être complètement compliqué de faire une saison. À moins qu'on décide de basculer dans ce qu'on appelle les grandes vacances. Les grandes vacances. Mais tout ça, j'ai dit, il faut que les autorités n'attendent pas ce qu'on appelle les recommandations d'en haut. Il faut que les gens se réunissent, appellent les acteurs, les présidents de fédération, de clubs, les gens discutent. Moi, je préfère une saison qui va arrêter aujourd'hui. On dit les gens, vous allez vous attendre 2 mois et vous allez reprendre, que de rester 3 mois à l'attente pour qu'on dise qu'on va arrêter. Tout ça, c'est du temps perdu. Ça, il faut prendre le dossier en main. C'est un cas de force majeure, il faut l'accepter. Et je ne vais pas dire qu'un cas de force majeure va aller au-delà des lois. Non, ce n'est pas le cas, mais c'est un cas de force majeure. Et pour ça, il faut que le dossier soit pris par les fédérations, qui appellent les concernés et qui en discutent sur ce qu'on appelle des plans A ou des plans B. Mais à mon avis, si on reste comme ça, c'est ça le danger. Et si le danger, c'est quoi? Si on reste comme ça, un bon jour, on va appeler les gens, des personnes qu'on va appeler, et les gens vont parler de leur envie. Leur envie. Quand je dis envie, eux, c'est qu'ils voudraient que ça commence à se fasse, et non pas les besoins réels des uns et des autres, en termes de besoins moyens. Et c'est ça le danger. Si on n'attend pas, on parle les gens. Moi, je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'aurais été un entraîneur qu'on paye de l'argent, qu'on paye beaucoup d'argent dans un club. Ah, je vais dire, si on m'écoute moi, de ça, je dis, on va trouver des raccourcis. On va connaître la saison parce qu'on paye.
Mais moi, Adesano, entraîneur de U4 basket, qui vient d'accéder en première division, qui a un souci de maintien en première division, si vous me donnez moi ce que j'ai envie de faire, je dis non, il faut arrêter la saison. En tête, je parle en termes d'envie. Je dis non, il faut arrêter la saison. De ce fait, moi, l'année prochaine, je ne descends pas. Et j'ai le temps de me refaire pour avoir une équipe. Voilà pourquoi c'est important que les acteurs appellent les concernés, que les gens commencent à discuter. Plutôt que d'attendre comme ça, l'autorité qui va décréter en haut, et les gens, tout le monde va aller s'ajuster à ce niveau-là. Il faut qu'on en parle. C'est un cas de force majeure. Merci beaucoup. Babacar. Coach Sano, nous allons en profiter également pour faire un tour de table. On a eu 1h25 de discussion autour du thème Covid, gestion et recommandations. Je rappelle que nous étions aujourd'hui avec Idan Kébé, joueur de l'US Wakam, de Lamine Badiane, que tout le monde connaît à la FIBA, Youssou Dabo, coach de Teungueth FC, leader du championnat du Sénégal et entraîneur de l'équipe nationale U20 de football du Sénégal. Coach Cheikh Sarr, entraîneur de football, ancien entraîneur de l'équipe nationale de basket, ancien entraîneur de plusieurs clubs ici également, notamment l'UGB de Saint-Louis. Alors, on va faire un tour de table. On va commencer, si vous permettez, avec Monsieur Alioune Badara pour parler un peu, pour faire un peu le tour. On a fait le tour avec 1h25. Maintenant, s'il peut nous faire son dernier mot sur quelle perspective il faudrait suivre en 1 minute. Décision d'arrêter ou non, là, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Je pense que même si à des niveaux locaux, les gens prenaient des décisions, au niveau des fédérations internationales, ça risque d'être contesté. On a eu des exemples. Bon, les journalistes sportifs connaissent mieux ces exemples que moi. Des pays qui décident d'arrêter alors que leur fédération au niveau international n'a pas décidé. Mais en tout état de cause, dans le monde entier, quel définir le rythme dans lequel on va progresser? Ça, il faut que tout le monde se mette ça dans la tête. Moi, mon dernier mot, ce sera tout simplement relancer ce message. C'est ce que je fais depuis le début de cette crise. C'est le moment de revenir dans toutes nos entreprises économiques, culturelles, sociales, sportives. C'est le moment de recentrer tout au niveau de l'homme. Parce qu'il y a des décisions qui sont extrêmement difficiles à prendre des fois dans tous les secteurs, y compris le secteur sportif. C'est parce que les gens raisonnent souvent en termes de manque à gagner. Alors qu'ici, on doit raisonner en termes de nous avons tous ensemble tout à perdre. Quand la vie humaine est en jeu, je pense qu'on ne peut procéder qu'à des réajustements en fonction de la progression des choses. Mais là, je voulais lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui s'occupent de sportifs. C'est des gens à l'intelligence kinesthésique extraordinaire. En bougeant, ils pensent. Dans des situations où ils ne bougent plus, il y a un vide qu'il y a là à combler. Et que l'entraîneur, le dirigeant, le supporter, si c'est possible, devrait se rapprocher davantage qu'on ne le faisait avant, davantage qu'on ne le faisait avant de ces personnes-là, pour savoir que, quelque part, ils n'ont plus de mécanisme compensatoire à faire valoir et qu'ils deviennent, pour citer le mot de quelqu'un, humains, trop humains. Tant qu'ils sont, disons, adulés, sont dans leurs éléments, entourés de leurs faisant des performances, eh bien, leur self-esteem n'en prend pas un coup sévère. Mais dès l'instant que toute cette adrénaline qui les permettait de supporter, ils ont besoin d'un véritable accompagnement psychosocial et tout le monde devrait s'y mettre. Je pense que c'est le message que j'avais à lancer. Et je pense que quelque part, le coach Cheikh Sarr, pédigré extraordinaire, l'a dit mieux que moi, parce qu'il est en même temps psychologue et sportif. Moi, je suis un espèce de sportif, fan, mais pas sportif à proprement parler. Merci.
est spécialiste des transformations mentales et de l'accompagnement psychosocial. On fait toujours dans le tour de table avec coach Cheikh Sarr pour le mot de la fin. Ah oui. Bon, je pense qu'on on a tous été surpris par la force avec laquelle ce virus est rentré dans nos vies. Et on a eu beaucoup de difficultés pour s'adapter parce qu'on n'a pas eu l'habitude par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, confinement, quarantaine, problème de déplacement, etc., etc. Donc, on s'adapte, on réajuste tout. Et je pense que ce qui nous arrive aujourd'hui en tant qu'être humain arrive aux organisations. Quand je parle d'organisation, c'est les organisations sportives. Toutes les fédérations sont concernées. Et cette surprise-là est là. Donc, il y en a qui l'ont bien pris, d'autres qui l'ont mal pris. Et il s'agit aujourd'hui de réfléchir. Et le problème, c'est que si les fédérations avaient ce qu'on appelle des plans stratégiques, je pense qu'ils seraient moins surpris. Parce qu'ils allaient se concentrer sur le plus important, qui est le développement du joueur, le développement de l'athlète, déjà, le développement comment on appelle, de la formation des entraîneurs et le développement des compétitions. Parce que aujourd'hui, on peut recentrer quand même notre réflexion sur des éléments importants. Et c'est le moment ou jamais, parce que comme les gens sont là, on ne fait rien, les gens ne font pas grand-chose, parce que c'est difficile de se réunir, on peut se réunir par Zoom, comme on veut, mais on a le temps vraiment de beaucoup plus réfléchir par rapport à l'avenir des disciplines, que ce soit football, basket, handball, volleyball, etc. Et c'est le moment ou jamais. Je pense que cette situation nous permet de nous rappeler qu'on a un devoir par rapport aux sportifs. Et ce devoir-là, c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour pratiquer le sport. Et quand je dis mot de la fin, c'est que tant qu'on n'a pas de plan stratégique, on va faire comme ça. Depuis 1960, il y a des sports qui n'ont pas bougé. Même si au niveau international, on fait beaucoup de choses, mais sur le plan local, on joue même sur les mêmes terrains. On n'a pas de statistiques. Il y a des fédérations qui n'ont même pas de website. Il y a des difficultés pour aller voir ce que Kébé fait. Kébé, moi, je suis là, je ne sais pas ce que tu fais à Ouakam. Je ne connais pas tes statistiques, je ne connais rien du tout. Et on est au Sénégal. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses. Et c'est le moment de réfléchir par rapport à ça pour avancer. Et je pense que ça, on peut écrire un livre sur la situation du sport au Sénégal. Moi, juste d'abord, ne me laisse pas mentir. Il fait de très bonnes choses au plan international. Ils font de bonnes choses au Sénégal. Mais est-ce qu'il est satisfait par rapport aux situations actuelles? Mais non. Donc, c'est le moment pour nous de réfléchir et de mettre des choses sur place pour le bénéfice unique du joueur, du sportif, de l'athlète. Voilà, c'est le mot de la fin que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup, coach Cheikh Sarr. Belle intervention pour terminer. Alors, on passe le témoin à Youssou Dabo pour son mot de la fin, lui également. Je rejoins le coach Cheikh Sarr par rapport à la stratégie. À la stratégie que nous n'avions pas mise en place auparavant, au niveau, je parle au niveau des fédérations, au niveau aussi des clubs, parce que cette situation doit nous éveiller en fait pour le futur. Bon, je parle du football professionnel sénégalais où il manque d'accompagnement au niveau des clubs. Les clubs manquent d'accompagnement. Les clubs vivent aux poches des présidents. Et un club qui vit dans une poche, c'est super compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des sponsors, ils ne sont pas très bien accompagnés. Même la Ligue n'a pas de sponsor. Donc, imaginez à plus forte raison les clubs. Maintenant, cette situation, il faut qu'on replace le sportif au milieu parce que c'est le sportif qui est le plus important. C'est le sportif qui est le plus important. Sans sportif, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas de basket, il n'y a pas de football, il n'y a pas autre chose. Donc, sans le sportif, les instances n'existent pas. Ces instances doivent savoir qu'elles sont là pour les sportifs. Elles doivent œuvrer pour une meilleure vie, en fait, des sportifs. Quand tu vois les sportifs sénégalais, que ce soit au football, que ce soit au basket, les conditions dans lesquelles ils vivent,
on peut parler de tout sauf du professionnalisme. Nous, on insiste à dire aux joueurs que le professionnalisme, c'est une question d'attitude, c'est un état d'esprit. Tout ça, c'est des beaux paroles pour motiver peut-être les garçons. Mais il y a aussi un aspect qui est très, très important, c'est l'aspect financier qui doit suivre. Et ça, on ne le sent pas tout le temps chez les joueurs. Après, ça se comprend. On est dans un pays très, très compliqué. Il y a beaucoup de choses en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de présidents qui essaient de mettre en place des choses, mais il manque de soutien. Et ce soutien, ça peut venir de la Ligue, ça peut venir de la fédération, ça peut venir de beaucoup de choses. Mais surtout, tirons les leçons. Surtout, tirons les leçons de cette situation. Parce que c'est vrai que c'est une situation sans précédent. C'est une situation que le monde n'a jamais vécue auparavant, je pense. Mais ça n'empêche pas qu'on essaye quand même de tirer, en tout cas, les leçons pour essayer d'être plus autonome dans le futur. Parce que là, on voit que tout est bloqué. Le monde est chamboulé, en fait, par rapport à ces virus. Mais pour nous, au Sénégal, il faut, comme l'a dit le coach Chirsa, mettre en place des stratégies au niveau de nos instances pour pouvoir soutenir nos sportifs, parce que c'est les personnes les plus importantes dans le truc. Voilà. Et je tenais aussi à féliciter Mandiaye pour cette initiative. Bon, malheureusement, 2 heures, ce n'est pas suffisant, je pense, pour parler de tout. Mais déjà, c'est une bonne idée. C'est des choses à répéter, pas que pour le sport, mais dans les autres domaines aussi, pour que les gens puissent échanger, parce qu'on grandit dans l'échange. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leçons, je pense, que j'ai retenues par rapport aux différents intervenants. Et ce serait que bénéfique pour, en tout cas, ma personne et pour ma progression aussi. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été très ouverts, d'avoir été honnêtes aussi, parce que c'est important, et d'être entier, d'être généreux surtout. Merci à vous tous. Merci coach Dabo. On va filer vers pour le tour de table avant de passer à Thierno Mandiaye. On va commencer par coach Adosano pour son. Oui, la situation telle qu'elle est en ce moment, tout à l'heure, j'ai parlé à une de mes filles. Je lui disais, il y a mon mécanicien et mon tailleur qui me sollicitent financièrement. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, il faut donner de l'argent. Je dis, OK. Et quand je vois ça, ça suscite la question. Des fois, on se pose la question, pourquoi le confinement, il n'est pas global? En grande partie, c'est dû à la nature de nos activités professionnelles, qu'on appelle l'informel ici au Sénégal. Et le football n'y échappe pas. Le football n'y échappe pas, et je me rappelle encore, peut-être que j'ai été tout le temps mal compris, mais tout le temps, pendant des années, j'ai tout le temps voulu poser les statuts du club au Sénégal, surtout dans ma fédération basket à laquelle j'appartiens. Parce que je voyais que du point de vue de leur existence réelle, le club ne reposait sur rien du tout. Ils existaient comme ça, et quand certains clubs sont venus au basket, et ça a confirmé ce que je disais. Aujourd'hui, tous les clubs qui dominent, c'est des clubs qui sont adossés à des structures. Aujourd'hui, moi, je ne m'inquiète pas que les étudiants de l'UCAD Basket vont, oui ou non, recevoir leur bourse. Ils vont le recevoir. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui est derrière. Vous allez voir, c'est un club que je ne veux pas nommer, l'État est derrière encore, ou des structures qui sont apparentées à l'État. C'est la nature du sport au Sénégal. Pour dire quoi? Pour dire que, présentement, pour ce qui est du joueur, je pense que la chose la plus simple, c'est de communiquer. Du président aux joueurs, à tout le monde, il faut communiquer. Et surtout anticiper. Et je vois que le jeune Léopold Sédar Senghor a posé la question ici en haut, et ça me réconforte. Il faut qu'on le fasse. Il ne faut pas attendre que l'autorité d'en haut décrète. On doit pouvoir appeler les acteurs, discuter,
Discuter pour éviter de tomber sur les envies des uns et des autres. Ce que j'appelle les envies des uns et des autres. Les envies ne gèrent pas. Il y a des besoins et les envies. Et deuxièmement, maintenant, par rapport à ça, cette crise-là, je pense que ça doit interpeller tout le monde. Il ne faut pas que les gens aient peur de s'asseoir et de discuter. Je disais ça, je ne sais pas comment dire en français, je disais à un journaliste ce matin, lui, connaît individuellement, comme dans l'autre Yangat. Je ne vais plus quitter ma famille. Tous les jours, je vais discuter avec ma famille. Parce qu'avant, je sortais tous les jours, je rentrais que le soir, je n'avais pas vu mes enfants grandir. Et ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Parce que tout le temps, je parle avec mes filles. C'est tellement beau. Et j'en appelle ici aux autorités. Il faut pousser les gens à réfléchir sur la nature de notre sport. Parce que le sport est comme notre société. À quelques encablures, elle est informelle. Voilà pourquoi les gens auront des problèmes. Ici, on pose des questions sur les clubs professionnels. Mais ici, comment les présidents ils vont payer les gens? Les gens qui, comme dit coach Davo, qui prennent l'argent de leur poste. Lorsqu'ils prennent l'argent, à qui appartient ces clubs-là? La poste du président, ce n'est plus viable. Les sponsors, ils sont où? Grande question. Et je pense que vraiment, si ce débat peut aider à ça, tant mieux. Sinon, je vais vraiment redire mes remerciements à vous tous. Ça me fait plaisir de parler à des personnes que je n'ai jamais eu l'occasion de parler. Ça fait grand plaisir. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le fait d'apprendre beaucoup de vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ancien directeur national de basket, formateur à instructeur FIBA. Alors, on termine ce tour de table par M. Badiane, Lamine Badiane. Pour oui. votre fin, si vous êtes prêt. Ah, mot de fin, oui, bien sûr. Comme d'habitude, c'est peut-être vous remercier, vous tous. Vous avez mis en place quelque chose d'exceptionnel. C'est échanger, communiquer, c'est ça que nous avons. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vais peut-être parler international, des compétitions internationales. Et ce que je recherche aujourd'hui par rapport à cette discussion, c'est que les compétitions reprennent. Et si les compétitions reprennent, ce serait peut-être trouver une stratégie, comme l'ont dit les coachs, que ce soit Chersar, que ce soit bien sûr Dabo et Adosano, c'est qu'on trouve une stratégie pour que ces matchs reprennent. On peut, par exemple, je dis quelque chose qui pourrait se jouer, essayer de voir dans quelles circonstances on peut éliminer des matchs retour et puis faire, par exemple, les meilleurs classements pour faire un Final Four, un top Final 8. Et tout ça, ce sont des possibilités à pouvoir faire pour pouvoir donner la possibilité aux compétitions de reprendre. Dans le cas, bien sûr, où cette pandémie va se terminer. Mais ce qui me touche le plus, c'est bien sûr la compétition des jeunes. Et moi, j'aurais préféré que vraiment, qu'au niveau de ces jeunes-là, qu'on ne reste pas sur une année blanche parce que c'est tellement important d'avoir des possibilités d'être au niveau des compétitions des jeunes que j'aurais même proposé peut-être à la FIBA de voir dans quelles circonstances, et ça, bien sûr, vous savez, je ne connais pas un peu les moyens financiers de la FIBA, mais voir dans quelle mesure les compétitions des jeunes doivent rester au moins cette année pour qu'on puisse continuer à avoir un peu de formation, ce qui est très essentiel, et que le basket se joue partout au niveau des jeunes. Voilà en tout cas ce que moi je proposais, ce que j'aurais voulu que ce soit. Bien sûr que ça se décide en haut, mais les championnats U18 qui devaient se faire cette année devraient pouvoir se faire peut-être pendant les vacances, voir dans quelles circonstances on peut les faire, donner la possibilité aux pays qui étaient déjà candidats de pouvoir les faire, et même si ça ne se fait pas cette année, qu'ils soient peut-être les pays qui seront favorisés pour l'année prochaine pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, il faut que les compétitions reprennent parce que c'est tellement important. Je remercierai aujourd'hui aussi au niveau psychologique notre spécialiste de psychologie, parce que moi aussi j'ai une équipe. J'ai une équipe que je gère, et chaque fois que je leur parle actuellement, ils me disent oui, mais Lamine, nous on n'a plus la flamme. Et c'est ça qu'il faut éviter. On n'a pas la flamme de travailler. Non, il faut qu'on ait la flamme, il faut qu'on travaille, il faut qu'on se serre les coudes pour pouvoir réussir à continuer dans ce travail qui nous est très cher. Voilà.
Merci à toi, Mandiaye. Merci à coach Sano. J'ai eu le plaisir de revoir mon ami, bien sûr, le coach Sarr et Dabo, que je viens de connaître, mais que je suivais les résultats avec les U20. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lamine Badiane. Alors, avant de terminer, avant de passer la parole à Thierno Mandiaye Ndiaye, je voudrais vous rappeler que nous discutions aujourd'hui autour de ce thème, la crise du Covid-19, gestion des joueurs, impact et recommandations. Nous étions avec coach Youssou Dabo, coach Cheikh Sarr, coach Ado Sano, Lamine Badiane de la FIBA et également Aline Badra Diouf, qui est psychologue également. Nous allons vous annoncer également le thème qui est proposé pour le prochain numéro, qui va tourner autour toujours de l'impact du Covid-19, mais arrêt des compétitions, quel impact sur l'économie du sport? Je pense qu'on a une question parmi dans le chat là qui a été posée par Léopold Germain Senghor, actuel directeur de la haute compétition que nous saluons également. Nous saluons tous ceux qui ont participé à cet échange, ceux qui ont posé des questions, ceux qui nous ont suivis. Beaucoup également à Pape Banandiaï, un très grand dirigeant du basket, à tous ceux qui ont participé à la qualité de ces échanges. Donc, le thème suivant portera sur l'impact sur l'économie du sport de façon générale. Et ça nous permettra justement de rebondir sur la question très pertinente posée par Léopold Germain Senghor, qui parle également de la responsabilité, parce qu'on en parle peu, des fédérations, des ligues sportives dans la gestion de cette crise et de l'après-crise qui nous attend. Donc, on peut terminer en passant la parole à Thierno Mandiaye Ndiaye pour clôturer. Alors, oui, avant que tu prennes la parole, Qui prend la parole? C'est Seydi. Donc, c'est Seydi Ndiaye, le spécialiste IT, qui nous a aidé à mettre en place cette conférence. Seydi, tu peux prendre la parole. Oui, en fait, c'est juste une question parce que je suis en train d'enregistrer la session donc, pour les questions de protection des données personnelles. Avant de publier la vidéo sur YouTube, replay, donc j'aurais besoin d'avoir l'avis des s'ils sont d'accord pour que je puisse poster le replay sur YouTube. On ne t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux reposer la question, Seydina? Donc, je disais qu'en fait, on est en train d'enregistrer la session pour la remettre sur YouTube. Et donc, avant de la mettre sur YouTube, j'aurais besoin d'avoir l'aval des participants parce que dans le cadre de la protection des données personnelles, je ne peux pas mettre les images des gens sans avoir pour autant leur autorisation au préalable. OK, donc comment ils peuvent te donner leur aval? Il suffit juste de dire oui dans le chat. Hein. OK, donc aux participants et aux intervenants, vous avez bien entendu le message de Seydina, donc c'est pour la protection des données. Est-ce qu'il vous serait possible de donner votre accord par le biais du chat en envoyant juste un message oui, afin que Seydina puisse publier le replay sur YouTube par rapport au respect des droits? Donc, sans attendre, je tiens vraiment à remercier chaleureusement tous les intervenants et tous les participants pour cette première édition. Je ne suis pas surpris de l'enthousiasme, je ne suis pas surpris de la compétence et merci vraiment à tous ces intervenants qui ont accepté de partager vraiment des connaissances et ça a vraiment permis à cette conférence. Moi, je suis surpris ça a dépassé les attentes. Et ce que je veux dire, comme disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde. Et je pense que nous, les sportifs, on a un rôle et en créant des initiatives comme ça, on peut impacter notre communauté. Et comme disait le coach Chersar, et comme a bien rebondi M. Sano et Youssouf, il faut tout le temps mettre en place une stratégie. Et pour moi, il faut avoir un but. Et pour atteindre ce but-là, il faut avoir une stratégie. Et aujourd'hui, en Afrique, on a tellement de connaissances, on a tellement de professionnels du sport. La seule chose qui nous reste, c'est de nous retrouver ensemble et de travailler sur une stratégie, sur des plans stratégiques. Par exemple, nous, à la Fédération française, on a mis en place une consultation nationale pour recueillir les avis
des clubs, des comités et des ligues. Et cette consultation a permis à la fédération et au président de la fédération d'anticiper et de mettre en place des propositions pour gérer l'après-Covid. Donc, c'est juste une idée pour la gestion au niveau fédéral. Donc, moi, je pense qu'il faut rester connecté. On a la chance, aujourd'hui, l'outil digital n'a pas été utilisé de manière optimale. Et grâce à des outils comme Zoom, nous pouvons rester connectés, travailler ensemble, réfléchir ensemble, créer des réseaux, créer des connexions, partager des contacts et tout ça pour l'intérêt du sport sénégalais et du sport africain. En tout cas, merci à tous et c'était super intéressant. Et rendez-vous à la prochaine webconférence. Boubacar, je te laisse finir. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'était une belle tribune qui a été offerte à chacun de nous. Le prochain thème est également tout aussi intéressant et comme je l'ai dit en projection sur la question qui a été posée par Léopold, je pense qu'il faudra également que les dirigeants du sport de façon globale, ceux qui sont à la tête des fédérations, ceux qui sont à la tête des ligues professionnelles également, assument également cette part de responsabilité qui est attendue de leur part. Et je pense que ce prochain thème nous permettra d'évaluer sur l'économie du sport et puis avec toutes les idées qui naîtront de cet échange, on pourra se projeter sur d'autres perspectives. Je remercie tout le monde, Seydina pour la partie technique, Thierno Mandiaïa également pour l'idée, et puis tous ceux qui ont participé. Et on va retrouver cette conférence sur YouTube, on va partager le lien avec tout le monde. Ça permettra également à ceux qui n'ont pu suivre d'ici de pouvoir partager à un autre public, mais également de pouvoir nous faire leur retour. Donc, merci à vous et à très prochainement. Prenez soin de vous et puis de vos proches parce qu'on ne le dira jamais assez, on est dans une situation assez complexe face à un ennemi qu'on ne voit pas, mais bon, je pense qu'on va rapidement venir à bout de cette crise. Merci.